Eh bien, bienvenue à tous pour cette rencontre Exact. autour des éditions de l'Orma, autour et pas avec les deux fondateurs, Margot Federetti de Solari et Lorenzo Flabi, avec trois traducteurs, Margot Brickler, Delphine Ménage et Jorn Kambreleng, pardon pour la prononciation, et deux comédiens, Marianne Lacoma et Jean-Paul Bezzina, parce qu'on avait envie ce soir de faire entendre aussi ces plis et ces lettres, ça nous paraissait important, et de faire entrer dans la boucle les traducteurs également. On va commencer par vous. Alors Marco ou Lorenzo, comme vous voulez, vous êtes une maison italienne, vous existez déjà depuis un moment, vous êtes notamment les traducteurs d'Annie Arnaud, Julien Gracq. Pourquoi un jour vous avez décidé de faire ça, de faire ces plis-là? Qu'est-ce qui a précédé cette création de collection? Alors, c'est à moi qui va répondre par ordre alphabétique, donc Lorenzo Flabbi. On a décidé de faire la collection dont on parle aujourd'hui, Charlotte, parce que Marco et moi, nous habitions à Berlin à l'époque d'il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à songer à celle qui serait devenue la maison d'édition italienne L'Orma Editore, donc avant de fonder la maison française, bien évidemment. Et on avait pensé à une collection qui pouvait rendre possible de recevoir de plis, de recevoir quelque chose de la boîte à lettres, n'importe quoi, des jolis, des gentils, un livre par exemple, c'est-à-dire une carte postale bien sûr. Mais tu sais bien que depuis quelques années, on n'écrit presque plus de cartes postales, on n'en reçoit pas, on n'écrit presque plus de lettres. On reçoit des emails, on écrit des emails, on écrit des textos, des messages, des WhatsApp et tout ça. Mais pour ce qui concerne la boîte à lettres, désormais est devenu un endroit un peu vide, un non-lieu, pour le dire d'une façon anthropologique. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire avec un livre et pourquoi pas le faire avec deux lettres à l'intérieur, donc des lettres un livre qu'on peut recevoir, parce que c'est ça, disons, la question de cette collection, c'est qu'il y a une sous-couverture, une jaquette, voilà, je prends celle-ci, une jaquette qui rendre possible l'envoi de la boîte à lettres avec la place pour écrire l'adresse, le timbre et le mettre dans la boîte à lettres ou aller à la poste, mais ça suffit un tampon normal, un timbre normal pour la carte postale. Et grâce à ça, on reçoit quoi? On reçoit exactement des sélections de lettres des grands auteurs, des grands écrivains, des grandes femmes et hommes de sciences. La plupart de nos auteurs sont issus de la littérature, que c'est le monde littéraire, c'est celle qu'on connaît le mieux. La maison Lorma, c'est une maison littéraire. Et donc, mais il n'y a pas que ça, on le verra aujourd'hui même. Il y a des personnages historiques majeurs. Et c'est toujours question d'avoir une sorte de port d'accès à des grands auteurs, à ces grands personnages. Aujourd'hui, on parlera, par exemple, de Rilke ou de Napoléon, de Charlotte Brontë ou de Gramsci. Et c'est tous des personnages dont on pourrait parler, évidemment, pour des heures et des heures. On n'a pas la prétention de trouver, disons, la clé qui nous ouvrira le monde sur Napoléon d'une façon définitive, ou le monde sur Gramsci et tout ça. Mais c'est quand même un aperçu, une petite porte d'entrée grâce aux lettres qu'ils ont envoyées dans leur vie. Et on a trouvé ça passionnant à faire et on espère que ce soit passionnant à lire. Marco, vous voulez ajouter quelque chose ou vous vous êtes partagé le... Non, je trouve qu'il a déjà... Mais d'accord. Oui, je suis complètement d'accord. Et justement, avant de commencer par Rilke, qui quand même n'est pas le moindre en termes d'épistolaire, quelle est la place pour vous qu'occupent justement les lettres et les relations épistolaires dans la littérature? Tu vas aller toi, Marco? Oui, c'est un place très particulier parce que d'un côté, c'est pas la majorité des fois, c'est pas vraiment la littérature. La littérature, c'est une chose qu'on écrit beaucoup de fois. Non, on écrit une page, on la relit, on la réécrit.
les lettres sont une chose qui ont écrites une fois par un destinataire précis, pas pour soi-même ou pour un public plus large. Et c'est vraiment une chose très différente. Mais de notre côté, des fois, c'est la face cachée des œuvres, c'est la face cachée de la vie d'un écrivain. Et des fois, on découvre tout un autre homme, tout un autre écrivain dans les lettres. Il y a naturellement les romans épistolaires. Et dans les romans épistolaires, comme dans les lettres, on a ce qu'on a nommé un cardiogramme, disons, la possibilité de voir les cœurs, l'émotion de la personne dans les moments où il écrit, parce qu'il n'y a pas cette, comme je disais, cette réélaboration après. Et je trouve que ça, c'est une des choses les plus émouvantes, les plus intéressantes des épistolaires, qui nous montre, je disais, la face cachée, les côtés cachés d'une façon, et de l'autre, on découvre aussi ce que des écrivains voulaient qu'on va lasser, qu'on va retrouver de l'ordre. Il y a Hugo, par exemple, qui savait déjà que ces lettres vont être lues par tout le monde, et alors il écrivait déjà avec cette vision plus, disons, publique. Oui, je peux juste rajouter, Marco, tu mentionnes Hugo, pour rester dans les côtés français des auteurs. Oui. Si on pense à Rimbaud, par exemple, Rimbaud écrit les lettres du voyant, les lettres qu'on connaît à Isambard et à Déménie. Et ces lettres font partie à plein titre de son corpus littéraire. Alors que, et comme Hugo, comme tu mentionnais, Marco, tout à l'heure, bien sûr, Hugo savait que quand il écrivait aux grands auteurs d'Europe à cette époque, ces lettres étaient publiées dans des revues polonaises dans les moments même où il les écrivait. Le lendemain, ils étaient déjà publiés. Donc, ça, c'est un peu différent par rapport, par exemple, à Emily Dickinson, je cite notre grand auteur, non, qui a eu une vie privée. Elle n'a pas eu une vie publique. Elle a vécu avec un horizon privé. Charlotte Brontë, dont on parlera, Margot, tout à l'heure, plus tard, elle aussi n'avait pas un véritable horizon public comme c'est le cas de Hugo ou de Napoléon. Le cas de Rimbaud, c'est particulier parce que lui, dans ses lettres, dans ses trois lettres en particulier, les 3 lettres du voyant, il formule sa poétique. Il trouve la formule de sa poétique sur les rythmes que donnera littéral l'action. Moi, est un autre. On connaît bien, disons, c'est célèbre et c'est des passages extraordinaires. Là, c'est épistolaire et littérature au même titre. Dans d'autres cas, comme Marco le disait bien, il y a une relation différente. Il y a les cas où des lettres sont entre les œuvres les plus connues des auteurs. La lettre au père de Kafka, c'est une des œuvres les plus lues de Kafka. Mais justement, vous faites un pont magnifique. Si on s'arrête sur Rilke, où on a quand même l'impression que, voilà, lui aussi, son œuvre, en tout cas, qui aujourd'hui vit encore beaucoup, et ce sont ses lettres à un jeune poète, pourquoi avoir décidé, avoir eu envie de se tourner vers lui? Pour ça, dans les lettres de Rilke, on trouve vraiment un poète qui très tôt a été reconnu par tout le monde, par soi-même et par le monde comme un poète. Et beaucoup de gens ont commencé à lui écrire pour savoir, vraiment pour lui demander comment on devient un poète, comment on doit vivre. Des questions vraiment très, très, très autres et très importantes qu'il n'a pas peur de répondre. Il s'est mis comme un maître à vivre, vraiment, un maître qui répond très sérieusement qu'il a la réponse à ce qu'on doit faire dans la vie. Et il fait de sa vie une sorte d'exemplarité. Il faut vivre pas comme Rilke, mais avec la disposition, l'ascétisme, disons, de Rilke. Et il parle toujours de la profondeur de la vie, on l'a nommé un évangélie de la dureté, de l'être
pas de le vivre avec toute l'intensité possible tous les jours. C'est pour ça qu'on a pris un passage de la lettre et on a appelé les plis La vie commence chaque jour, parce que c'est cette son du commencement qu'il veut faire retenir. Qu'il dit, quand on commence quelque chose, on est toujours dans la possibilité et on doit chercher de rester, persister dans cette possibilité, que c'est vraiment une tâche très difficile, mais il montre comment le faire, disons, avec aussi une humilité. Les sous-titres, c'est de l'être dans sagesse émue, parce que c'est vraiment un homme très sage, mais qui comprend avec compassion, c'est que c'est difficile pour les jeunes gens, pour le vieillir. Il y a des pages très beaux sous. C'est difficile, mais c'est aussi une grande tâche, vieillir et savoir vieillir. C'est d'ailleurs exactement le thème qui a été choisi pour la lettre de ce soir, une des deux lettres de Rilke. Donc, on va entendre Marianne Lacoma nous lire l'une de ces lettres. À Arthur Olitscher, 13 décembre 1905. Cher ami, bien souvent, nous ne savons pas que nous sommes dans la lourdeur jusqu'aux genoux, jusqu'au torse, jusqu'au menton. Mais sommes-nous plus heureux dans la légèreté? Ne sommes-nous pas presque embarrassés par la légèreté? Notre cœur est profond, mais si rien ne nous enfonce, nous n'allons jamais au fond des choses. Et pourtant, il faut avoir été au fond. C'est ce dont il s'agit. Je crois en l'âge, cher ami. Travailler et vieillir, voilà ce que la vie attend de nous. Et puis un jour, être vieux et être encore loin de tout comprendre, ça non. Mais commencer, mais aimer, mais pressentir, mais être relié au lointain et à l'indicible, jusqu'aux étoiles. Rainer Maria Rilke. C'est éloge de la lourdeur, comme je disais, à Arthur Olitscher, qui est un journaliste, écrivain qui a inspiré l'Amérique de Kafka, entre autres. Et après, on va maintenant lire Rilke était aussi un grand, disons, anatomiste des émotions. Il connaissait les émotions très précisément, il faisait des distinctions, les nuances entre les émotions. Et on va lire maintenant cette éclairante, je trouve, distinction entre bonheur et joie qu'il fait. À Ilse Erdmann, 31 janvier 1914. La joie que m'a procurée ce jour-là votre lettre joliment descriptive n'a pu m'être retirée par aucune déception, ni circonstance, car le monde ne suffit pas à décrire la réalité de chaque joie. Il n'y a que dans la joie que la création opère encore. Le bonheur, en revanche, n'est qu'une constellation prometteuse et signifiante de choses déjà présentes, alors que la joie est une merveilleuse prolifération de l'existant, un pur accroissement à partir du néant. Mais que le bonheur, dans le fond, nous occupe peu l'esprit, lui qui nous laisse aussitôt tout loisir de réfléchir à sa pérennité et de nous en inquiéter. La joie est un instant, sans attache, d'emblée hors du temps, impossible à retenir, mais également impossible à perdre, car sous sa secousse, notre être, en un sens, se transforme chimiquement. Ce n'est pas seulement, comme cela peut se produire avec le bonheur, qu'il se goûte et s'apprécie dans un nouvel assemblage. Nourrie par cette expérience, je me suis mise à peu près à l'abri de la déception, car ce qu'il y a de plus grand se réserve toujours le droit d'être inattendu, d'aller et de venir. Et voilà longtemps que je ne lui fais plus l'insulte de le prendre pour une conséquence qui procéderait de quelque grandeur antérieure. À mes yeux, il n'y a pas de série. Cela apparaît soudain comme surgi des profondeurs de l'inconnaissable et de l'imprévisible. Et c'est pourquoi je n'ai de cesse de le ressentir comme relevant du possible, même là où il fait défaut. Oui, et c'est la deuxième section d'oubli s'appelle vraiment même là où il fait défaut, qui c'est la joie. Justement, après avoir entendu ces lettres et les avoir comprises, parce qu'elles sont
en tout cas pour moi, ma langue. J'avais une question pour Jorn qui a fait la traduction notamment de ces lettres-là. Comment on s'attaque, je vais oser le mot, à celui qui est déjà connu? Comment on appréhende une œuvre comme ça quand il y a déjà eu beaucoup de traductions de fait? Rentrer un peu dans les coulisses de la traduction. Je commencerai par dire que, bien évidemment, on ne lit pas ce que les autres ont fait avant. Si ça a le malheur d'être bien, c'est tout à fait paralysant, et si c'est mauvais, ça ne sert à rien. Donc, je préfère effectivement, dans le cas d'une retraduction, commencer par ne pas regarder. Au cas où il y aurait des retraductions, je ne les ai pas retrouvées pour toutes ces lettres. Pour certaines, oui. Ça peut être intéressant d'aller voir, mais bien plus tard, une fois qu'on a trouvé ses partis pris, une fois qu'on est rentré en dialogue avec le souffle de l'auteur et qu'on sait ce qu'on veut faire. Là, ça peut avoir son intérêt, effectivement. Je pense qu'il faut avoir même l'humilité d'aller voir, parce que réinventer la poudre n'est pas forcément le meilleur objectif. Mais sans piller, voilà, il faut avoir l'humilité de se dire que parfois des gens qui vivaient dans un environnement linguistique plus ancien, un peu différent d'une autre, peuvent avoir des formulations qui sont plus heureuses aussi, même si moi je traduis évidemment pour un lecteur d'aujourd'hui. J'ai abordé ça, donc j'ai essayé de l'aborder avec l'humilité d'un artisan, quoi, qui essaye d'abord de comprendre. Et la tâche n'est pas mince avec Rilke, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a une attention aux mots, qui répond en quelque sorte à son éthique de l'attention qui est énorme. C'est-à-dire que c'est son rapport au monde qui est en jeu. Être attentif au brin de bruyère peut l'occuper pendant plusieurs pages. Et à partir de là, trouver les mots qui seront à même de décrire la sensation que provoque ce brin de bruyère quand on l'observe intensément, oui, je parlais d'une éthique, mais c'est vraiment quelque chose qu'il considère comme son devoir de poète, mais même d'être humain. Donc, voilà, me mettre dans ses pas et essayer d'être attentif à chacune des inflexions qu'il donne. Et voilà, ça c'est le premier travail. Et puis après, petit à petit, évidemment, quand on a l'impression d'avoir compris le souffle, eh bien, se glisser dans la langue française et ce qu'elle permet. La langue allemande permet des choses absolument extraordinaires qu'il exploite à merveille. Je pense à un extrait d'une lettre à Magda Hartingberg, dans laquelle il parle de la façon dont il s'introduit mentalement dans un chien. Le fameux Einsehen en allemand, qui, dans un usage courant, veut dire quelque chose comme admettre, comprendre. Mais lui, il le prend vraiment au sens de la façon dont le mot est construit en allemand, c'est-à-dire voir à l'intérieur. Et il s'exerce, depuis qu'il est enfant, à voir à l'intérieur du chien, à avoir une telle compassion pour le chien qu'il est capable d'entrer dans le chien. Et il dit, attention, il faut quand même veiller à pouvoir en sortir. Il ne faut pas tomber dans le piège d'y rester dans le chien. Ce serait dangereux. Voilà. Mais il a donc un rapport au monde qui passe évidemment en tant que poète par le langage, et qui se nourrit de son observation permanente du monde. Voilà les enjeux que j'y ai vus en tant que traducteur. Et est-ce que la forme épistolaire est quelque chose qui doit ou qui change quelque chose dans le rapport à la traduction ou pas du tout? Je me suis beaucoup, bien sûr, posé la question du destinataire, comme Marco l'a évoqué. Je crois que c'est une question qui est assez inépuisable avec Rilke, parce que il a beau entretenir un nombre de correspondances énorme, il passait sans doute le plus clair de ses journées. Ce n'est pas à côté de son œuvre, c'est son œuvre même. La forme épistolaire, pour lui, Marco parle dans son introduction, j'avais noté ça, de la forme par excellence du poète. Et je crois que c'est pour lui un laboratoire poétique. C'est vraiment un endroit où à la fois il réfléchit sur sa pratique,
C'est l'objet d'une réflexion théorique qu'il expose à ses correspondants, mais également un endroit où il expérimente des images poétiques qui sont invraisemblables. Et là, voilà, c'est très difficile de ranger ça à côté de la littérature. C'est de la littérature. Voilà, alors qu'est-ce que ça change d'avoir à traduire des lettres par rapport à traduire autre chose? Se poser la question quand même de la relation qu'il peut avoir à tel ou tel correspondante, souvent. Il n'y a que, dans les différents destinataires, il n'y a que 3 hommes dans ce recueil. Il y a donc un directeur de journal à qui il adresse une lettre à propos d'un condamné à mort. Il y a son beau-frère, et puis la lettre qu'on a entendue à Arthur Holitscher. Sinon, ce sont des femmes qu'il a aimées, qu'il aime, des femmes QU apostrophe il aime, et dans l'autre sens aussi, qu'il L apostrophe l'aime, des mécènes, beaucoup de femmes avec qui il entretient des relations épistolaires soutenues. Voilà. Et connaître un peu les relations qu'il a avec chacune d'entre elles peut aider. Merci. On va passer de la sagesse émue de Rilke à la liberté et à la détermination de Charlotte Brontë. Avant de vous laisser la parole, Lorenzo et Marco, sur le choix, je vais interroger Margot. On va rester un peu dans l'univers de la traduction, justement pour avoir son approche aussi de... Oui, Lorenzo. Non, d'ailleurs, c'est Margot qui a géré, est traductrice et à la fois a choisi les lettres. On avait à la base un peu travaillé ensemble en tant qu'éditeur, hein, mais dans ce cas précis, en tant qu'angliste, si on peut le dire, pour Margot Briclair. Je laisse tout de suite la parole à Margot. C'était juste. Très bien. Je n'ai donc pas fait d'erreur. On va déjà, juste avant de savoir comment on fait le choix et comment on choisit et pourquoi on choisit Charlotte Brontë, justement le même rapport à la traduction, de comment on aborde cette traduction-là. Alors j'entends bien, pas forcément en lisant ce que les autres ont fait, mais on peut aussi avoir lu dans son parcours Charlotte Brontë, pas forcément dans sa version originale. Comment on se défait de tout ça, ou comment on travaille justement l'approche de ces traductions? Dans le cas de Charlotte Brontë, c'est très différent naturellement de Rilke, dans la mesure où c'est une écriture extrêmement pragmatique, presque ouvrière du quotidien. Et donc, la question justement du souffle poétique est à peu près absente. C'est une écriture prosaïque au vrai sens du terme. C'est une écriture de quelqu'un qui a une conscience de classe absolument remarquable et qui écrit pour décrire sa vie, puis pour être la première actrice et la première à pouvoir faire bouger cette vie. Et donc, naturellement, la question littéraire dans le cas de Charlotte Brontë était très secondaire par rapport à des choses sur lesquelles j'avais travaillé pour l'Orma précédemment. Par exemple, Dickinson, c'est très proche de ce qu'on disait juste avant de Rilke. C'est un laboratoire poétique, c'est un laboratoire à la fois vraiment de la naissance d'une forme des mots et le laboratoire de comment le daimon vient dans la poétesse. Chez Charlotte Brontë, c'est complètement différent. Donc, en termes de traduction, la question, pour moi, ne se posait que très peu. Elle se posait plutôt dans des questions dialectales ou des questions d'argot qui peuvent traverser l'écriture de Brontë, qui était une femme cultivée, mais qui était malgré tout fille de pasteur dans la campagne et qui donc et en plus fille d'un pasteur irlandais. Donc, il y a un certain nombre il y a une certaine mâche de la langue qu'il fallait trouver par endroits. C'est plutôt ça qu'il a fallu préserver en termes vraiment de traduction.
Et comment vous avez choisi ces lettres-là? Parce qu'à chaque recueil, il y a un titre, enfin, il y a le sous-titre lettre de, là, en l'occurrence, c'est Liberté et détermination pour Charlotte Brontë, et sinon, c'est le titre et se construire avec patience. Comment vous construisez, en fait, ce pli-là, ce choix-là? Est-ce que, enfin, forcément, il y a un axe, un choix éditorial dans les textes proposés? Alors moi, bien sûr, en accord avec Lorenzo et Marco, j'ai été assez marquée en relisant sa correspondance et puis en me documentant par le fait qu'on en donne une image qui a été forgée par sa première biographe qui en fait avait été payée par le père de Charlotte Brontë, qui voulait naturellement une biographie, tout ce qu'il y a de plus lisse, et qui en a fait un personnage de pauvre femme, de Poor Charlotte, non? Et donc, on se retrouve avec une image complètement déformée d'une femme qui est victime de tout, à qui il arrive des malheurs les uns après les autres. Et c'est souvent l'image qui est véhiculée également par certains choix épistolaires. Et donc, j'ai décidé de chercher toutes les lettres qui, le plus possible, s'éloignaient non seulement de cette espèce de microscope déformant qu'avait créé sa première biographe, mais d'autre part qui restituait quelqu'un qui n'est plus dans la tradition, comment dire, romantico-gothique, mais qui au contraire est en train de suivre Dickens dans un réalisme très particulier, par moments caustique, et qui vraiment a, aussi bien dans ses lettres que dans son œuvre narrative que j'ai relue, des prémonitions proto-marxistes qui sont désarmantes, sincèrement. Et donc, plutôt que d'en faire cette image de femme qui convenait à la société victorienne de victime, de la replacer dans un contexte qui est absolument différent, d'une femme qui est l'impresario d'elle-même et de ses sœurs, qui est tout à fait capable de comprendre que s'il y a un problème avec son frère, qui est sans doute plus doué d'un point de vue poétique, mais qui est, passez-moi le terme, un boulet dans cette famille, c'est le moment vraiment de l'éloigner de toute entreprise littéraire. Et donc, c'est quelqu'un qui parle à son éditeur, qui a une conscience absolument parfaite de comment se déplacer et de comment, alors qu'elle en est très éloignée, de comment petit à petit réussir à tracer son chemin dans ces milieux qui sont des milieux évidemment très masculins, de comment trouver des pseudonymes qui soient suffisamment vagues pour être perçus comme masculins. Voilà, enfin, c'était très intéressant pour moi de retracer un choix qui soit du côté vraiment de l'action et très très loin de la légende noire qui est la légende habituelle qu'on fait autour des Brontë. On va entendre tout de suite pleinement ce choix-là qui est très bien incarné dans la lettre que vous avez choisie et du coup lue par Jean-Paul Bédina. À George Henry Lewis, 6 novembre 1847. Cher monsieur, j'ai reçu hier votre lettre. Je vous prie de croire que j'apprécie beaucoup l'intention avec laquelle elle a été écrite et je vous remercie sincèrement tant pour les éloges encourageants que pour les conseils avisés qu'elle contient. Vous me mettez en garde contre le risque du mélodrame et m'exhortez à m'arrimer au réel. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais si fasciné par l'authenticité des principes que vous prêchez que j'étais déterminé à prendre la nature et la vérité pour unique guide, afin d'en suivre pas à pas les traces. Je contenais mon imagination, fuyais les incises romantiques et réprimais toute emphase. J'évitais également les tons trop vifs et tâchais de parvenir à quelque chose qui soit doux, grave et vrai. Lorsque j'ai achevé mon ouvrage, un récit en un seul volume, je l'ai envoyé à un éditeur. Il a dit qu'il était original, fidèle à la nature, mais qu'il ne lui semblait pas avoir de garantie suffisante pour l'accepter. Un tel roman ne se vendrait pas. J'ai essayé avec 6 autres éditeurs après cela. Tous m'ont dit qu'il y manquait quelques soudaines péripéties, quelques tensions palpitantes, qu'il ne trouverait jamais sa place dans les bibliothèques populaires. Et comme le succès des romans dépend grandement de ces bibliothèques, ils ne pouvaient prendre le risque de publier quelque chose qui y serait ignoré.
Les mêmes objections ont été dans un premier temps faites à Jeanne R, mais il a finalement été accepté. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour me soustraire à la critique, mais afin d'attirer votre attention sur la racine de certains mots littéraires. Vous me recommandez également de ne pas trop m'éloigner du terrain de l'expérience parce que je perds en force lorsque je pénètre celui de la fiction. Et vous ajoutez que l'expérience réelle reste toujours et pour tous intéressante. Je suis du même avis que vous, mais cher monsieur, l'expérience réelle de chaque individu n'est-elle pas terriblement limitée? Et si un écrivain s'appuie uniquement sur elle, ne court-il pas le danger de se répéter, mais également de devenir égotiste? Car encore, l'imagination est une faculté puissante et bouillonnante qui nous intime de l'écouter et de l'exercer. Devons-nous demeurer sourds à son appel et insensibles à son combat? Quand elle nous montre de vibrantes images, ne devons-nous jamais les contempler et tâcher de les reproduire? Et lorsque éloquente, véloce et insistante, elle nous murmure à l'oreille, ne devons-nous pas coucher sur le papier ce qu'elle nous dicte? J'ai hâte de lire votre avis sur ces questions dans le prochain numéro de Fraser. Sincèrement vôtre, signé Currer Bell. S'il fallait un exemple écrit en 1847, c'est d'une actualité saisissante, en voilà un parfait. On pourrait en débattre des heures sur notamment les choix éditoriaux. Vous avez choisi pour la deuxième lecture juste un PS, un post-scriptum. Qu'est-ce que c'est un post-scriptum dans toutes ces lettres? Parce que là, on était dans l'œuvre littéraire, dans la lettre, et qu'est-ce qu'on rajoute au bout? Voilà, quelle place ça occupe dans ces lettres-là et dans ces textes-là? Pourquoi vous avez choisi juste ce choix-là pour ce soir? Je réponds? Allez-y. Tu réponds, Lorenzo, hein? Je ne sais pas. Non, bien sûr. Le post-scriptum qui va être lu à présent, il est très très curieux parce qu'à la limite, la lettre est relativement peu intéressante précédemment, elle l'est, mais elle est contenue. Or, dans le post-scriptum, ça commence par une phrase qui est très jolie, qui est, je la dis de mémoire, finalement, je dois rajouter un petit bout de papier à cette lettre, et le post-scriptum est aussi long que la lettre. Et c'est comme si, à un moment donné, dans l'écriture qui était pondérée, dans laquelle il y avait une certaine décence, dans le post-scriptum, brusquement, l'auteur, l'autrice, explose. Et on a affaire à une digression, à nouveau, qu'on va entendre, je ne veux rien en dire, tellement elle est époustouflante, mais à une digression, disons, économico-anthropologique qui est absolument remarquable et à laquelle on ne s'attend vraiment pas quand on lit la lettre. Donc j'imagine que le post-scriptum, c'est l'autorisation pour celui qui écrit la lettre de prendre la tangente et partir complètement ailleurs. Eh bien, on va écouter cette explosion, cette digression. W.S. Williams, 12 mai 1848, post-scriptum. Je dois finalement ajouter un petit bout de papier car il me semble, en relisant votre lettre, ne pas avoir répondu à une question que vous m'avez posée concernant mon prochain roman. J'ai jusqu'à présent évité d'y traiter de gouvernante car je ne souhaite pas qu'il ressemble à son prédécesseur. Je désire souvent dire quelque chose à propos de la condition des femmes, mais c'est une question sur laquelle tant d'âneries ont été écrites que l'on finit par ressentir une certaine répugnance à l'idée de l'effleurer. Il est hélas trop vrai que l'actuel marché du travail féminin est totalement saturé, mais où et comment en ouvrir un autre? Beaucoup disent que les professions pour le moment réservées aux hommes devraient être aussi ouvertes aux femmes. Mais leurs occupants et candidats actuels ne sont-ils pas déjà assez nombreux pour répondre à la demande? Y a-t-il le moindre espace pour des femmes avocats, des femmes docteurs, des femmes graveurs, pour plus de femmes artistes, pour plus d'autrices? S'il est facile de voir là où le bas blesse, trouver le remède est moins aisé. Quand une femme a une petite famille qu'elle doit élever et instruire et un foyer à tenir, ses mains sont déjà pleines et sa vocation évidente. Lorsque son destin l'isole, je suppose qu'il ne lui reste qu'à faire ce qu'elle peut, à vivre comme elle peut, à se plaindre aussi peu que possible, à faire face et à travailler du mieux qu'elle peut.
Ce n'est certes pas de la grande théorie, mais il me semble que cela révèle du bon sens et mérite d'être mis en pratique pendant que philosophes et législateurs réfléchissent à une meilleure organisation du système social. En même temps, et cela concerne aussi bien les femmes que les ouvriers, lorsque la besogne a été irréprochable et la patience mise à rude épreuve, qu'elles sont toutes deux déroutées et que triomphent la souffrance et le besoin, je conçois très bien que celui qui souffre se sente libre et autorisé à adresser au ciel le plus déchirant des appels à l'aide, s'il peut, grâce à cela, espérer obtenir le moindre secours. On va donc rappeler 1848 pour l'écriture de cette lettre, voilà, qui est assez saisissante, effectivement, sur ces questions-là. On va faire un grand écart et on va aller visiter Napoléon, où tout est encore à faire. D'ailleurs, vos titres de chaque pli pourraient être une très longue phrase, parce que là, on a commencé par la vie commence chaque jour, ensuite se construire avec patience, et là, on en est à tout est encore à faire. Programme passionnant. Et donc, la question, mais pourquoi Napoléon ? Qu'est-ce que l'épistolaire, finalement, a à dire de l'homme, en plus de l'histoire et de tout ce qu'on connaît de cet homme-là ? Alors, je vais essayer de répondre à une demande si grande pour un personnage si grand. Tout encore à faire, tout d'abord, c'est une phrase comme tous les autres titres de Napoléon lui-même, donc de l'auteur lui-même. Et on l'a choisi parce que ça donne une sorte de, encore une fois, un aperçu de ce qu'était son ambition. Il prononce cette phrase en écrivant à Talleyrand quand c'est déjà presque tout fait pour une vie déjà très ambitieuse, ça serait déjà tout fait. Mais pour lui, ce n'est qu'un début, comme on disait au mai 68. Donc, il y a encore la révolution exportée, parce que la phrase est écrite quand Napoléon a encore incarné pleinement l'esprit du temps, de son temps, comme il l'a dit Hegel, qui est celui qui a inventé l'expression, si on veut, non, le Zeitgeist, pour lequel il a appliqué à Napoléon plus qu'à d'autres. Disons, une petite anecdote peut-être n'est pas si connue. Tous les Italiens, presque tous les Italiens qui ont fait des études, qui ont fait, je ne sais pas, le collège, je dirais, savent la date de la mort de Napoléon parce que c'est les titres d'un poème que les Italiens sont obligés à apprendre à peu près par cœur. S'il y a un poème qui est connu par les Italiens, bon, le tout premier, c'est le début de la Comédie de Dante, ok? Donc les premiers 3 vers de la Comédie de Dante, je dirais, la plupart des Italiens les connaissent, mais après, il y a cet poème de Manzoni, de Alessandro Manzoni, qui écrit le 5 mai, donc le 5 maggio, qui commence avec cette phrase qui dit « Ei fu », c'est-à-dire « lui », il fut, il a été, ce monsieur-là. Donc c'est lui, c'est « ei », c'est « il a été ». Par excellence, c'était qui? Donc c'était Napoléon. Cette année, comme tout le monde sait, il y a quelques semaines, même pas, il y a oui, quelques semaines, c'était le 5 mai 2021, donc 200 ans après sa mort. Il se demandait, Manzoni, dans son poème, est-ce que c'était une véritable gloire, la sienne, ou c'était un homme qui a rempli les horizons de ses contemporains, il les a surremplis, mais que pour l'histoire ne sera qu'un personnage, par exemple, le grand boucher du début du 19e siècle. Bon, l'histoire n'a pas répondu d'une façon univoque, non? Ce qu'on peut dire certainement, c'est qu'en lisant ces lettres qui n'ont pas été éditées souvent, c'est-à-dire que nous, on n'a pas eu accès aux cartes de Napoléon directement, mais on a dû avoir accès, on a dû faire, on a contrôlé, on a puisé les épistolaires qui ont été déposés au Sénat, et c'était en 1876, figurez-vous.
Donc, ça faisait vraiment longtemps que la plupart des lettres qui sont dans notre petite sélection n'ont pas été publiées. Après, il y a les études de la Société napoléonienne qui en a fait, mais disons, le plus grand recueil des lettres de Napoléon remonte à il y a 150 ans à peu près. Donc, la nôtre, il ne s'agit que de 64 pages. Et encore une fois, on n'a pas la prétention de pouvoir puiser ce grand thème qui est l'épistolaire de Napoléon. Mais on a choisi pour la lecture de ce soir deux lettres qui sont représentatives d'une fois du tout début, de ce qui se passe au tout début de la vie de Napoléon. La première lettre, c'est quand lui, il n'a que 14 ans, même pas. Il n'a pas encore 14 ans. Et il écrit de l'école militaire de Brienne à son père. Et déjà, à cette hauteur, à 13 ans et quelques mois, on peut ressentir le mépris pour ses compagnons, tout d'abord, un sentiment du soir comme de quelqu'un qui est important, sauf que à cet âge, je pense que la plupart de nous peut avoir eu des moments où on se dit où mes compagnes de classe à l'école sont tous bêtes. Et alors, papa, la question c'est papa. Moi, je ne veux pas passer pour le dernier des idiots, donc j'ai besoin un peu plus d'argent, les autres ont des choses meilleures que les miennes. On sait en plus qu'il avait un peu des complexes parce qu'il ne parlait pas français au tout début, ou du moins, la légende napoléonienne dit qu'il a appris le français alors qu'il est arrivé à l'école militaire de Brienne, qu'il ne parlait que le corse. En 2 semaines, il avait déjà appris le français, allait savoir. Après, là, je ne sais pas. Mais c'est juste très intéressant de penser que à chaque fois que nous, on a eu ce sentiment de se dire, bon, mes compagnes, c'est tous de bêtes et tout ça, lui, il le disait comme s'il savait, et on peut le suivre au fur et à mesure dans ses lettres, déjà ce qu'il allait accomplir. Donc déjà, il se disait à cette époque, tout est encore à faire. Eh bien, on va écouter cette lettre. Carlo Maria Buonaparte. Brienne, 6 avril 1783. Mon père, si vous ou mes protecteurs ne me donnent pas les moyens de me soutenir plus honorablement, rappelez-moi près de vous. Je suis là d'afficher l'indigence et d'en voir sourire d'insolents écoliers qui n'ont que leur fortune au-dessus de moi, car il n'en est pas un qui ne soit à 100 piques au-dessous des nobles sentiments qui m'animent. Et quoi, monsieur? Votre fils serait continuellement le plastron de quelque noble paltoquet qui, fier des plaisirs qu'il se donne, insulte en souriant aux privations que j'éprouve? Non, mon père, non. Si la fortune se refuse absolument à l'amélioration de mon sort, arrachez-moi de Brienne. Donnez-moi, s'il le faut, un état mécanique. Que je vois des égaux autour de moi, je saurai bientôt être leur supérieur. À ces offres, jugez de mon désespoir. Mais je le répète, j'aime mieux être le premier d'une fabrique que l'artiste dédaigné d'une académie. Cette lettre, veuillez le croire, n'est pas dictée par le vain désir de me livrer à des amusements dispendieux. Je n'en suis pas du tout épris. J'éprouve seulement le besoin de montrer les moyens que j'ai de me les procurer comme mes camarades. Et j'y continue, Charlotte, pour la deuxième lettre qui sera lue par Marianne si bien. Je te remercie d'ailleurs. C'est la toute dernière de notre sélection, donc à la fin bon, c'est pas la fin du parcours, mais c'est 3 mois plus tard de la défaite de Waterloo, où il se retrouve sur le Bellérophon, donc le navire anglais qui le mènera, qui est en train de le mener. Il écrit du navire de ce bateau à Sainte-Hélène, et donc il écrit cette protestation où il se revendique hôte et pas prisonnier des Anglais. Donc après qu'un continent entier s'est soulevé pour le mater,
pour mater ce personnage, lui encore, il a cet esprit qu'on va écouter tout de suite. Il n'y a pas besoin de mes introductions. Protestation. Vendredi 4 août 1815. Je proteste solennellement ici, à la face du ciel et des hommes, contre la violence qui m'est faite, contre la violation de mes droits les plus sacrés, en disposant, par la force, de ma personne et de ma liberté. Je suis venu librement à bord du Bellérophon. Je ne suis pas le prisonnier, je suis l'hôte de l'Angleterre. J'y suis venu à l'instigation même du capitaine, qui a dit avoir des ordres du gouvernement de me recevoir et de me conduire en Angleterre avec ma suite, si cela m'était agréable. Je me suis présenté de bonne foi pour venir me mettre sous la protection des lois de l'Angleterre. Aussitôt assis à bord du Bellérophon, je fus sur le foyer du peuple britannique. Si le gouvernement, en donnant ordre au capitaine du Bellérophon de me recevoir, ainsi que ma suite, n'a voulu que me tendre une embûche, il a forfait à l'honneur et flétri son pavillon. Si cet acte se consommait, ce serait en vain que les Anglais voudraient désormais parler de leur loyauté, de leurs lois et de leur liberté. La foi britannique se trouvera perdue dans l'hospitalité du Bellérophon. J'en appelle à l'histoire. Elle dira qu'un ennemi, qui fit longtemps la guerre au peuple anglais, vint librement, dans son infortune, chercher un asile sous ses lois. Quelle plus grande preuve pouvait-on lui donner de son estime et de sa confiance? Mais comment répondit-on, en Angleterre, à une telle magnanimité? On feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi, et quand il se fut livré de bonne foi, on l'immola. Et voilà. Merci. Tout est dit. Tout est à faire, mais tout est dit dans cette voie-là. C'est assez fou en entendant ces trois, et il va y en avoir encore un, mais en entendant Rilke, Brontë et Napoléon, on a vraiment l'impression que l'épistolaire, c'est aussi le lieu de la vérité, quoi. La vérité du caractère et du personnage dans la langue, voilà, de les entendre est si important. On va sauter de la politique à l'intellectuel en allant chercher avec ce magnifique titre de Comment va-t-il ton petit cerveau et peut-être Marco déjà, pourquoi ce personnage qui peut-être ici est moins moins grand public, je m'entends, hein, pas méconnu, mais en tout cas, voilà, passer de Napoléon à... pourquoi ce choix-là aussi? Delphine. Je crois que Delphine peut répondre. Ou Delphine, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Pourquoi le choix de Gramsci? Oui. Alors, bon, déjà, on sait, je ne vais pas retracer la biographie de Gramsci, mais évidemment, ça a été un personnage très important dans la culture italienne, notamment très connu pour ses cahiers de prison qu'il a rédigés après avoir été condamné par le régime fasciste. Justement, Mussolini avait dit qu'il fallait empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans et on l'a exilé très vite, d'abord à Ustica et ensuite dans d'autres lieux. Et on a vraiment voulu empêcher à ce cerveau de fonctionner, ce qui n'a évidemment pas marché puisque c'est pendant cette période qu'il a rédigé cette somme extraordinaire, les cahiers de prison qui sont une analyse politique, historique, culturelle, sociologique, où il livre toutes ses réflexions parce que c'était une façon de résister pour lui que de théoriser, résister voilà, à cet enfer carcéral et puis aussi une façon de pouvoir être présent toujours dans la société. Sachant que lui, c'est un journaliste, qu'il a été à l'origine de la fondation du Parti communiste, donc très influent. Et on a décidé, à travers ce choix de lettres, non pas de montrer l'homme politique ni le théoricien, mais plutôt la partie intime de Gramsci et son rôle d'éducateur. Et justement, ce titre, Comment va-t-il ton petit cerveau, fait aussi écho au fait qu'on ait voulu empêcher à ce cerveau de fonctionner. Et ce titre-là vient d'une lettre qu'il a écrite à un de ses fils,
Donc, il a eu 2 fils, Delio en 1924 et Giuliano en 1926. Il faut savoir que son premier fils, il ne le verra que quelques fois à Rome et que le second, il ne le verra jamais, puisqu'il est incarcéré avant la naissance de son fils. Donc, il ne reste à Gramsci comme moyen d'être présent que la correspondance. Et il faut savoir que l'éducation, c'est vraiment une partie très, très importante de toute sa théorie. C'est important déjà à titre personnel puisqu'il a été empêché dans ses études parce que son père a été accusé de concussion et de péculat. Donc, Gramsci n'a pas pu aller à l'école parce qu'il venait d'un village, petit village retiré, on va dire, de Sardaigne, d'une famille modeste, et il s'est retrouvé à l'âge de 11 ans à devoir porter des manuels très lourds à la mairie plutôt que de pouvoir étudier, ce qui a forgé son instinct de rébellion. Et cette soif d'étudier qui ne l'a jamais quitté. Et l'éducation aussi, très importante, je le disais, dans sa réflexion théorique, parce qu'il conçoit cette éducation comme quelque chose qu'on construit tout au long de sa vie, qui permet d'instaurer sa propre identité, de comprendre sa place dans le monde et de pouvoir interpréter le monde. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est donné. C'est un travail, c'est une lutte aussi, d'autant plus quand on vient d'un milieu prolétaire. Et cette éducation-là, il la voit comme une forme de coercition. Non pas au sens violent du terme, mais plus au sens d'une discipline. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à sa table et étudier. C'est pas, il ne croit pas du tout aux forces latentes dans un être qu'il suffirait d'exploiter, auquel cas, on serait tributaire de tous les stimuli extérieurs et on serait laissé au bon vouloir du milieu et de toutes ces choses qui nous entourent. Mais non, au contraire, il faut donner une forme à cette éducation par une forme de discipline, et c'est ça ensuite qui permet une grande liberté de pensée, une analyse critique et un positionnement dans le monde. Et donc le choix de ces lettres permet de montrer comment Gramsci a pu rester proche de sa famille. Donc il écrit notamment, il y a des lettres à son père où il raconte son rapport à l'étude, où il montre avec fierté les résultats scolaires qu'il a eus. Des lettres à sa femme et à sa belle-sœur aussi, où il livre sa vision de l'éducation, et puis aussi où il répond à tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Et des lettres à ses enfants pour qu'ils continuent d'être ce père présent, à la fois sévère, mais aussi aimant. On sent dans le ton de ces lettres cette grande intimité, et à la fois donc toute une réflexion théorique sur l'éducation, mais qui est très atténuée par un langage qui est celui du quotidien et l'intime. Oui, on va écouter ce langage lu par Jean-Paul Bézina. À Giulia, 1er août 1932. Très cher Yulka, ce que tu écris de Delio et de Giuliano et de leur inclination m'a rappelé qu'il y a quelques années, tu pensais que Delio avait un fort penchant pour l'ingénierie de la construction, tandis qu'il me semble aujourd'hui que ce soit la tendance de Giuliano, et que Delio, en revanche, soit plutôt porté vers la littérature et la construction poétique. En vérité, je dois te dire que je ne crois pas à ces inclinations générales aussi précoces et que j'ai peu confiance en ta capacité d'observer les dispositions en vue d'une orientation professionnelle. En eux, comme en tous les enfants, je crois que perdurent tous les penchants, que ce soit pour la pratique ou la théorie ou la fantaisie, et qu'il serait d'ailleurs juste de les guider en ce sens vers une conciliation harmonieuse de toutes les facultés intellectuelles et pratiques, et qu'ils auront la possibilité de se spécialiser en temps voulu, fort d'une personnalité vigoureusement formée, de manière totalisante et complète. L'homme moderne devrait être une synthèse de ceux qui sont hypostasiés comme des figures nationales. L'ingénieur américain, le philosophe allemand, le politicien français, recréant pour ainsi dire l'homme italien de la Renaissance, le genre moderne de Léonard de Vinci, devenu homme-masse ou homme collectif, tout en préservant sa forte personnalité et son originalité individuelle. 3 fois rien, comme tu vois.
Tu voulais appeler Délio Léo. Comment n'avons-nous donc pas songé à l'appeler Léonard? Antonio. Oui, alors peut-être juste pour dire la deuxième lettre qui va être lue, cette fois-ci, c'est une lettre à son fils. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça se passe de commentaires. À Giuliano. Cher Yulik, comment va-t-il ton petit cerveau? J'ai beaucoup aimé ta lettre. Ta façon d'écrire est plus décidée qu'auparavant, ce qui montre que tu es en train de devenir une grande personne. Tu me demandes ce qui m'intéresse le plus. Je dois te répondre qu'il n'y a rien qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que nombre de choses m'intéressent vivement tout à la fois. Par exemple, en ce qui te concerne, il m'intéresse que tu étudies bien et avec profit, mais aussi que tu sois fort et solide moralement, plein de courage et de détermination. C'est pour cela que j'ai à cœur que tu te reposes bien, que tu manges avec appétit, etc. Tout est lié et étroitement corrélé. Si un élément du tout vient à manquer ou fait défaut, l'ensemble est réduit en miettes. C'est pourquoi j'ai regretté que tu aies écrit ne pas pouvoir répondre à la question de savoir si tu avances résolument vers ton objectif, qui, dans le cas présent, signifie bien étudier, être fort, etc. Pourquoi ne peux-tu pas répondre s'il dépend de toi de te discipliner, de résister aux impulsions négatives, etc. Je t'écris sérieusement parce que je vois désormais que tu n'es plus un petit garçon et aussi parce que tu m'as toi-même écrit un jour que tu souhaites être traité avec sérieux. J'ai l'impression que de multiples forces sont en latence dans ton cerveau. Le fait même que tu exprimes ne pas pouvoir répondre à la question signifie que tu réfléchis et que tu es responsable de ce que tu fais et écris. D'ailleurs, on peut voir sur la photographie que j'ai reçue qu'il y a beaucoup d'énergie en toi. Vive Giuliano, je t'aime très fort, papa. C'est vraiment très beau, hein, si je peux me permettre d'écouter ces lettres lues si bien par vous, par Marianne et Jean-Paul. C'est vraiment un plaisir. J'aimerais vous avoir pendant qu'on travaille sur les épistolaires, même pour pouvoir choisir, de pouvoir dire non, ça ne me plaît pas. Ça va bien. La prochaine fois, dans la prochaine lettre, dans les prochaines élections. C'est vraiment bien. D'ailleurs, si je peux, Charlotte, juste, c'est particulier. J'ai remarqué qu'on a terminé avec deux exilés, ou du moins deux personnages de l'histoire qui ont vécu l'exil, comme Napoléon et Gramsci, de façon très différente. Je ne vais pas les mettre, instaurer un parallélisme un peu audacieux. Hein. Mais je me disais, nous, pendant toute cette année et demie techniquement de merde qu'on vient de vivre, on a un peu vécu des exils, non? On est dans un exil forcé. Travailler sur des épistolaires, c'est juste une question qu'on n'a pas soulevée. Ça pose des questions déontologiques, non? De se dire, est-ce que cette lettre qui a été écrite de façon privée, par exemple, lettre à son... La lettre, oui, ou même la lettre de Napoléon à son père, les lettres qu'on vient de dire. Est-ce qu'on peut vraiment le publier? Est-ce que c'est possible de le faire sans violer l'intimité et la privacy de quelqu'un? Et c'est la réponse, il n'y a pas une réponse, disons, facile, c'est toujours une réponse complexe, ça dépend des épistolaires, ça dépend des personnages. C'est juste important de savoir qu'on se pose la question, qu'on se l'est posée à chaque fois pour chaque épistolaire, pour chaque écrivain. C'est un peu comme regarder, bien sûr, dans la chambre de quelqu'un. Et si on pense à ce moment précis, avant cette dernière année, j'aurais jamais eu la chance de voir dans la chambre, la tienne, Charlotte, celle de Sylvie, de Jean-Paul Marian, de Yorn. Bon, je connais celle de Margot, de Delphine et de Marco, mais c'est bizarre, non? Tout ce qu'on vit avec ces écrans, les choses qu'on a derrière nous. Et c'est un peu comme regarder à travers
Oui, à travers cet aperçu que c'est le pistolet. C'est un peu un espace d'intimité qui nous est donné. Voilà. Je voulais juste dire ça. Merci. Je vais juste moi profiter d'avoir 3 traducteurs avec nous parce que ça c'est une remarque personnelle, mais je trouve toujours qu'on leur laisse pas assez la place qu'ils méritent et qu'ils devraient dans le monde littéraire. Pour vous poser une question, on peut commencer par Delphine parce qu'on était sur l'œuvre de Gramsci et après Margot et Jorn, j'aimerais bien avoir votre réponse aussi sur quel rapport on entretient avec l'œuvre qu'on a traduite. C'est une question qu'on ne pose pas à quelqu'un qui écrit dans sa langue un roman, parce que ça paraît évident. Peut-être moins pour la traduction, et quel rapport on entretient avec, pour l'un, Rilke ou pour Bronte, voilà. Comment on fait ce cheminement et quel rapport on entretient une fois que cet objet est là et que c'est vos mots finalement, même s'ils sont à la base ceux des autres, mais quand même. Alors au début, j'ai toujours ce même mouvement d'être très intimidée. Comme le disait Jorn tout à l'heure, pour éviter toute tétanie, je ne regarde pas ce qui a été fait auparavant et éventuellement je regarde après. J'essaye de me plonger dans l'œuvre de l'auteur que je vais traduire pour essayer d'entendre une voix qui est singulière à chaque fois. Et ça, c'est le défi d'arriver à entendre ça pour justement ne pas le restituer seulement avec mes mots à moi, mais arriver à entendre la langue et le souffle de celui qui écrit. Même si dans le cas de la correspondance, c'est très nuancé d'un auteur à l'autre. Mais oui, voilà, je peux dire ça. Margot ou Jorn, dans l'ordre que vous voulez. Alors, je suis assez d'accord. Moi, j'ai aussi un moment d'intimidation. Et puis, je lis beaucoup à voix haute, en fait. Je lis à voix haute la langue source. Et j'essaie de trouver, à un moment donné, dans la bouche, le rythme qui permette, à un moment donné, de travailler à la fois, naturellement, sur le signifié, mais sur le son. Et d'arriver, à un moment donné, à la formulation d'un son qui puisse presque, non pas singer, mais avoir une sorte de translation d'une langue à l'autre. Et puis j'ajouterais que le moment des révisions, et en particulier celle qu'on fait avec Delphine, l'une avec l'autre, de nos propres traductions, est absolument fondamental dans la mesure où on ajuste, c'est-à-dire qu'il y a comme un travail de forge au départ, et après il y a un travail d'orfèvre qui se fait à plusieurs et qui vient rectifier le sens, le mot, le son, pour arriver à quelque chose qui, à tous, je veux dire aussi bien aux éditeurs qu'à nous, traductrices, traducteurs, conviennent, mais qui, à soi, au final, donne le sentiment d'avoir traduit dans son parti et au mieux. Voilà. Si je peux rebondir sur ce que dit Margot, c'est vrai qu'à chaque fois, ce moment-là, de découvrir la traduction d'un autre ou qu'un traducteur puisse commenter la nôtre, c'est toujours absolument passionnant de voir, on le sait très bien qu'il y a autant de traductions que de traducteurs, mais de voir toutes ces subtilités et de voir comment un mot ou une chose à laquelle on n'aurait pas pensé, tout d'un coup éclaire une phrase, fait un rythme et peut-être peut débloquer complètement une chose sur laquelle on butait absolument. Des fois, on peut arriver à le résoudre seul en laissant un peu reposer le texte. Je pense que ça aussi, c'est une étape importante d'arriver à avoir cette distanciation-là, parce qu'au départ, on est très proche de la langue source, et puis après aussi, il faut que ça sonne en français, donc il faut arriver à se détacher de ça pour que ça sonne bien en français. Et le travail qu'on fait en commun et apporte toujours un éclairage très différent et très, très fructueux. Ouais. Jorn, votre micro est désactivé. Voilà, je l'ai réactivé. Oui, avant
avant d'entamer le travail, intimidation, oui, et gourmandise, les deux, en même mêlée. Surtout quand on vous propose Kafka et Rilke, quoi. C'est quand même pas rien. Je peux encore remercier une fois de plus de toute cette confiance qui m'a été accordée, parce que oui, abordant ça, je sais que ça va me nourrir intellectuellement. C'est fantastique de passer du temps avec ces gens-là. J'étais en très très bonne compagnie. Et puis, il y a plusieurs phases, effectivement. Margot l'a bien dit, il y a la première phase de forge, et que pour ma part, mais ça c'est un tempérament de traducteur, je trouve souvent un peu laborieuse. Et puis il y a la phase où on affine, et là c'est une phase qui, pour moi, le travail d'orfèvre, pour moi, est joyeux. C'est vraiment la phase que je préfère. Quant au sentiment qui reste après, je dirais que il est aussi nourri du rapport que j'ai constitué avec chacun des auteurs, et c'est différencié. Avec Kafka, je me suis senti vraiment, je ne peux pas dire que c'était facile, mais c'était de plein pied. C'est-à-dire que je partage ce qu'on appelle en allemand la Weltanschauung, son rapport au monde. Je m'y suis senti, comment dire, j'ai vu un frère, j'ai vu quelqu'un, enfin j'étais un peu à la maison, parce que je n'étais pas du tout chez Rilke, mais vraiment pas du tout. Je crois que je me suis lié d'amitié avec sa parole qui au début pouvait me paraître très verticale, avec sa position de maître. Je me suis lié d'amitié avec lui à travers sa langue, ce qu'elle a d'extraordinaire. N'était sa langue, j'aurais eu plus de mal avec son positionnement. Voilà, donc je crois que c'est à chaque fois la rencontre d'une personne, et que ces deux-là vont laisser des traces, et je remercie encore les éditeurs de m'avoir fait confiance pour ça. Merci à tous les trois pour vos réponses. C'est passionnant, ça pourrait durer, on pourrait vous écouter très longtemps, y compris aussi pour les lectures à voix haute. Voilà, ces lettres-là, elles sont aussi... voilà, on a peut-être besoin de ça aussi, de retourner à l'oralité dans tout ça. Et peut-être un jour, on arrivera à faire cette soirée-là en vrai, où il n'y aura pas besoin de réactiver les micros, de rouvrir les caméras. Et ce serait passionnant. J'ai une petite manie. Alors, vous n'êtes pas prévenus, je sais, et c'est ça qui est drôle, de finir les animations que je fais avec une question à laquelle vous ne pourrez répondre qu'avec un seul mot. Question qui va être un peu adaptée parce que vous n'êtes pas dans le même... Habituellement, j'anime avec des auteurs, et la question c'est « écrire, c'est », et on doit me répondre en un seul mot. Là, je vais l'adapter un peu. Pour Lorenzo et pour Marco, ce sera « éditer, c'est ». Pour Margot, Delphine et Jorn, ce sera « traduire, c'est ». Et pour Jean-Paul et Marianne, ça sera au choix, soit « lire, c'est », soit « jouer, c'est ». Alors, allez-y. Généralement, il y a un petit silence parce que tout le monde se dit « mais qu'est-ce que je vais répondre ?» Mais c'est une question voilà, que j'aime et qui dit plein de choses, je crois. Un mot. Un mot. Allez, c'est dur. Pas 16. Un mot. Un mot. Bon, je dis tout de suite, comme ça, je m'enlève les soucis. Dialoguer. Éditer, c'est dialoguer. Moi, je dirais presque pareil, partager. Moi, j'ai dit dialoguer avant. Moi, je dis voyager. Moi, je vais inventer un mot, je vais dire c'est hyper lire. Traduire, c'est hyper lire. C'est bon. Pour moi, c'est sculpter, mais c'est des rapports entre les deux métiers que je fais dans la vie, mais je suis sculpteuse, et traduire, pour moi, c'est sculpter, c'est pareil. Je vais dire réécrire. Réécrire. Delphine, la dernière, c'est super difficile. Oui, j'hésite en plus. Je pense que je vais dire métamorphoser. Qu'est-ce qu'on était C'est fort, pas si difficile finalement. On était super fort, Charlotte. Mais vous avez été super fort, et je trouve vraiment que c'est une question. Enfin voilà, on garde des mots comme ça en tête et c'est chouette. Merci beaucoup. Merci à l'agence Tram, Sylvie et Camille, pour votre confiance, Oui. et puis pour avoir mis tout ça ensemble. C'était très chouette. Et puis au plaisir de vous voir en vrai et de faire vivre tout ça. Et puis évidemment, pour tout le monde, vous retrouverez
les plis. Et il y en a plein d'autres. On a fait le focus sur les 4 qui viennent de paraître, mais il y en a encore plein d'autres à retrouver dans vos librairies indépendantes, ouvertes et fantastiques. Merci beaucoup à tout le monde et puis bonne soirée et à bientôt. Merci Merci Charlotte. beaucoup. Enthousiasmement. Bonsoir. Merci. Ciao. Ciao.